Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux bases et à certaines stratégies via l'analyse technique. Donc on va parler de figure chartiste naturellement, d'oscillateurs mais aussi d'indicateurs de tendance. Alors sans plus tarder, on va définir rapidement quelques notions fondamentales, quelques postulats de base et notamment à quoi sert l'analyse technique. Alors littéralement on va utiliser l'analyse technique à proprement parler comme une boîte à outils qui va justement nous permettre plusieurs choses, l'essentiel étant d'analyser, l'essentiel étant de comprendre l'évolution du prix. La notion de prix est absolument majeure, est absolument fondamentale pour l'analyse technique. On va se baser sur la représentation du prix pour faire ce qu'on appelle de l'analyse graphique, de sorte à ce que l'on ait la possibilité de détecter les futurs mouvements de marché. Alors que l'on se comprenne bien, il n'y a pas de stratégie parfaite, ça je le rappelle à chaque vidéo de formation. Quand je dis détecter les futurs mouvements de marché, on pourrait dire plutôt tenter de détecter les futurs mouvements de marché, parce qu'on n'aura jamais la certitude à 100% qu'un mouvement haussier ou qu'un mouvement baissier est parfaitement analysé, parfaitement anticipé, et donc on a toujours une part de doute, une part de risque, naturellement. Voilà. Alors, l'analyse technique va se diviser, on va dire, en trois grandes parties en quelque sorte. Ce que l'on appelle le chartisme, les figures chartistes, et donc la représentation graphique, l'étude graphique du prix. Ça c'est absolument déterminant, c'est absolument essentiel de bien comprendre que les figures chartistes n'est rien d'autre que le prix. Les oscillateurs et les indicateurs techniques ne sont rien d'autre que des dérivés mathématiques du prix. Donc forcément, tous les outils techniques, les oscillateurs et les indicateurs, ne vont rien me donner de plus que le prix en retard. Ça, c'est absolument déterminant de bien le comprendre. Le point essentiel, c'est plutôt de se reposer en grande partie autant que possible sur le chartisme, qui lui, par définition, est en direct en quelque sorte. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques secondes. Voilà. D'une manière générale, les indicateurs, les oscillateurs et les figures chartistes ont une partie contestable. Aucun outil n'est parfait, aucun outil ne nous garantira d'anticiper à la perfection telle ou telle tendance. Par contre, on verra aujourd'hui quelques bases, quelques éléments essentiels pouvant nous servir à tous d'éléments de réflexion pour chercher à anticiper des points de retournement du marché en gardant à l'esprit qu'ils ne seront pas systématiquement validés. Voilà. Sinon, évidemment, il n'y aurait aucune prise de risque et le métier serait le plus simple du monde. Donc, c'est toujours bon de rappeler ce type de bémol. Alors, malgré tout, pourquoi utilisons l'analyse technique? On a vu trois axes fondamentaux il y a quelques instants. Trois sous-familles, je dirais, de l'analyse technique, que sont les indicateurs, les oscillateurs et les figures chartistes. Ici, on va voir, je dirais, des axes un peu plus généraux, des postulats, en quelque sorte, qui vont nous permettre d'analyser, ou en tout cas d'essayer d'anticiper les futures variations, les futurs mouvements du sous-jacent, les futurs événements qui vont, je dirais, modifier l'allure de mon prix. Alors, le premier postulat, et on l'avait déjà vu dans une autre vidéo de formation, c'est justement le fait que le prix du sous-jacent, le prix à proprement parler, prend absolument toute information en compte. Donc il va absolument tout digérer. C'est un postulat qui est contestable, mais généralement, les opérateurs boursiers se basent sur celui-ci. Autrement dit, on voit tout de suite ici le lien avec notamment la vidéo sur le calendrier économique, de sorte à assimiler, de sorte à, je dirais, digérer telle ou telle publication majeure ou tel élément qui n'apparaît pas sur le calendrier économique et plus contextuel, typiquement au moment où on fait cette vidéo de formation, typiquement le dossier grec par exemple. Voilà. Deuxième postulat, les cours suivent des tendances. Une tendance n'étant jamais une ligne droite, naturellement la tendance va avoir tendance tôt ou tard à s'arrêter. Malgré tout, on va distinguer trois temps forts, la tendance haussière naturellement, la tendance baissière et puis la tendance dite neutre, ce qu'on va appeler globalement un trading range pour faire écho là aussi à la vidéo de formation du même nom. Et enfin, troisième postulat de base sur lequel la plupart des analyses techniques se reposent, l'histoire a tendance à se répéter. L'histoire va avoir tendance à nous montrer toujours à peu près les mêmes cycles. Justement, on va retrouver cette notion-là, pourquoi pas dans les figures chartistes, et je pense en disant ça notamment aux vagues d'Elliott. En parlant des figures chartistes, justement, elles sont à la base, c'est l'une des grandes bases de l'analyse technique. Alors, à titre purement personnel, j'ai quand même tendance à distinguer l'analyse technique d'une part et le chartisme d'autre part. Malgré tout, on peut les fondre et considérer que le chartisme, les figures chartistes sont à la base de l'analyse technique. Alors, il faut distinguer trois grandes familles, trois grandes catégories qui sont en théorie applicables sur les unités temps, sur toutes les unités temps. La figure de retournement, qu'on peut également appeler une figure d'essoufflement de tendance. On verra quelques exemples dans quelques instants. Les figures de continuation de tendance. Pas de mystère là derrière, évidemment, si je suis dans une tendance haussière, par exemple, un Marubozu va renforcer typiquement, le One allemand haussier va renforcer typiquement cette tendance-là. La figure neutre, les figures neutres, je devrais dire plutôt, là non plus, on va plutôt être sur une absence totale de décision, c'est-à-dire littéralement sur des signaux d'indécision. Alors sans parler de figure, on peut notamment distinguer ça à une plus petite échelle, qui est celle tout simplement du chandelier
unitaires, là aussi pour faire écho à d'autres vidéos de formation. Je pense notamment à celle sur le doji, pour parler un peu de figure en tout cas de chandelier de retournement de d'essoufflement. Omar Ubuzu pour la figure de continuation, enfin c'est pas une figure, mais en tout cas pour le chandelier de continuation. Et par exemple en guise de figure neutre, on pourrait avoir un doji totalement plat, quelque chose qui ne nous donne rien de plus au niveau du marché et que l'on va plutôt distinguer au sein d'un range idéalement. Distinguons les supports et les résistances, là aussi pour faire quelques échos aux précédentes vidéos de formation. Typiquement, j'ai entouré sur un graphique passé du DAX 30 de l'indice allemand en M5, une grosse zone de support qui a touché massivement le marché sur 2 points de contact. Alors pour le moment, on va juste garder cette idée en tête pour voir où on va arriver avec cette notion de support et de résistance dans quelques secondes. Pour le moment, je ne fais ici qu'évoquer un support et une résistance, sans plus. Je pense que cette valeur-là, ces notions-là sont partagées par tous, et si ce n'est pas le cas, effectivement, on peut les retrouver beaucoup plus en détail dans les autres vidéos de formation, notamment du même nom. Mais pour le moment, on va juste se remettre en tête un petit peu ce principe de support et de résistance pour voir un peu plus en profondeur aujourd'hui d'autres éléments chartistes. Alors, en parallèle, pour distinguer une résistance, j'ai choisi il y a quelque temps, lors de la capture d'écran, le RUS 50, donc l'indice russe en M15. Et là, effectivement, on a 3 points de contact majeurs au niveau de la résistance sur la période considérée. Bon. Voilà, là où je voulais en venir typiquement, on va distinguer aujourd'hui de manière un peu plus fine des tops, des bottoms. Typiquement, pour changer un petit peu d'actif, sur l'indice australien typiquement, on va distinguer un double top. Alors, un double top, dans les figures chartistes, typiquement, ça va nous distinguer de manière très nette deux sommets qui sont de plus en plus hauts, après un passif qui lui-même était haussier. De la même manière, on peut distinguer également un triple top. Naturellement un peu plus rare, mais que l'on arrive à retrouver quand même de manière relativement fréquente, mais statistiquement c'est clair qu'on va retrouver plus facilement des doubles tops. Bon, donc un triple top, typiquement ça va être 3 sommets de plus en plus haut, après un certain passif haussier, après un long passif haussier. Alors typiquement, ça va bien souvent venir en cas de rupture, d'une en quelque sorte d'une ligne de coup, ça va me distinguer une tendance baissière. Alors c'est pas tout, on peut pas reposer l'intégralité d'une stratégie là-dessus, mais on peut distinguer quand même une belle partie d'une appréciation d'anticipation, c'est-à-dire d'une appréciation d'essoufflement de la tendance. Si on commence à distinguer un double top, voire un triple top, et que l'on casse ce que l'on pourrait appeler la ligne de coup, ou le support qui est distingué entre le T1 et le T2, la valeur de support, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai remontré ce qu'était proprement un support en guise d'introduction, et bien si je casse cette valeur-là, j'ai une très forte probabilité d'avoir une poursuite, un retournement baissier, donc une poursuite de la tendance baissière. Donc finalement, le double top ou le triple top ne sera rien d'autre qu'une figure chartiste me permettant de distinguer un essoufflement de tendance avant même de parler de retournement de tendance. C'est un premier point, on va en voir beaucoup d'autres dans quelques instants, et notamment entre guillemets l'inverse, à savoir le double bottom, cette fois-ci sur le SPA35 sur l'indice espagnol. Alors le double bottom va naturellement se distinguer à l'inverse du double top par deux creux, alors on parle de creux ou de points bas, peu importe, mais globalement par deux creux de plus en plus bas après un long passif baissier, après un certain passif baissier. Donc là, vous l'aurez compris, à l'inverse, l'espèce de ligne de coup, en quelque sorte, sera dans ce cas de figure-là une résistance, et si elle venait être cassée, j'aurai un retournement de tendance. Généralement, je vais avoir plutôt effectivement un signal haussier assez puissant. Dans le cas présent, justement, on va presque, et c'est le cas, c'est marqué, on va justement presque distinguer un triple bottom avec donc la petite ligne verte. Bon, là aussi, même son de cloche, hein, un triple bottom sera simplement une succession de 3 creux, de 3 points bas, de plus en plus bas après un passif baissier. Même son de cloche en ce qui concerne ma résistance, ma ligne de coup, si je venais à la casser, eh bien, j'aurais bien souvent un retournement haussier. Alors naturellement, c'est pas suffisant là non plus. Il faut quand même mettre tout ça en perspective avec le calendrier économique. Pourquoi pas avec des indicateurs oscillateurs techniques, on verra quelques exemples, pour commencer à bâtir des stratégies à proprement parler de trading et des stratégies un peu plus respectables que simplement l'étude un peu basique, un peu simple d'une figure chartiste tout à fait commune. Justement, pour compléter un petit peu cet élément-là, en partant toujours du postulat qu'on n'obtiendra jamais la stratégie parfaite qui nous garantira, je dirais, d'analyser proprement, d'avoir un très haut degré de certitude, mais en tout cas, malgré tout, on va commencer à affiner un peu les choses en se rapprochant d'un bon degré, je dirais, de certitude de retournement. Et pour cela, on va cumuler avec nos outils chartistes, eh bien, des indicateurs et des oscillateurs. Alors, les indicateurs, par définition, vont nous servir à préciser, vont nous servir à aiguiller au sein de notre plan de trading, au sein de notre prise de position par rapport à l'évolution même
du prix, eh bien ça va nous permettre de distinguer une tendance, un point de retournement, un point d'entrée, un point de sortie, pourquoi pas. On va distinguer trois grandes familles au sein des indicateurs, chacune avec des usages différents. Des oscillateurs qui soient bornés, comme le RSI ou les stochastiques, ou non bornés comme le MACD. Alors je rappelle que borné, ça veut simplement dire que l'oscillateur va forcément adopter une valeur comprise entre deux bornes. Par définition, dans le cas du RSI, on sera entre 0 et 100, et naturellement, vous l'aurez compris, dans le cas d'un oscillateur non borné comme le MACD, simplement, l'outil peut adopter n'importe quelle valeur. En parallèle, deuxième sous-famille, les indicateurs de tendance. Donc là, on va être sur de la moyenne mobile et des bandes de Bollinger. Je le rappelle, d'ailleurs, les bandes de Bollinger ne sont rien d'autre que trois moyennes mobiles simples. Donc pas de surprise à ce niveau-là. Les indicateurs de tendance, comme le nom l'indique, on va chercher évidemment à distinguer des tendances, qu'elles soient baissières ou haussières. On va voir un petit peu synthétiser l'évolution du prix sous la forme d'un indicateur dit moyenné. Voilà. Alors j'aurais pu indiquer les paraboliques SAR, j'ai préféré ne pas le faire parce qu'en vérité les paraboliques SAR ont été développés pour placer des stop-loss. Malgré tout, c'est vrai qu'on peut en avoir une utilisation dite d'indicateur de tendance. Et enfin les indicateurs de volume, typiquement l'ATR ou plutôt dans le cas d'ATR, un indicateur de volatilité. Bon. Les indicateurs sont à utiliser avec les figures chartistes, idéalement afin d'obtenir un résultat optimal. Et je compléterai le propos en disant que le tout, la somme indicateur plus figure chartiste, il faudrait le placer dans un contexte, c'est-à-dire celui du calendrier macroéconomique. On a beau avoir un graphique propre qui nous distingue un point de retournement, un point d'entrée, un point de sortie, si 15 minutes après on a une publication majeure aux yeux du marché qui peut remettre en cause notre stratégie, eh bien naturellement ce sera fait avoir. Donc il faut bien remettre tout ça dans son contexte, c'est-à-dire le calendrier économique sous la forme d'un entonnoir, le contexte, dans quoi j'évolue, cumulé avec les éléments contextuels qui n'apparaissent pas sur le calendrier économique, comme des dossiers explosifs, par exemple le dossier ukrainien, le dossier grec, etc. Deuxième point, chartisme. Troisième point, indicateur oscillateur. Quand je commence à avoir la combinaison des trois, on va pouvoir commencer effectivement à distinguer, on va pouvoir commencer à parler de stratégie trading à proprement parler, en tout cas de stratégie à minimum respectable. Le RSI. Alors, le RSI, c'est un oscillateur qui mesure la force de variation du cours du sous-jacent. Il y a toute une vidéo de formation là-dessus. C'est d'ailleurs la deuxième dans notre programme de formation sur YouTube, donc accessible gratuitement de manière illimitée. Le RSI, comme je disais tout à l'heure, donc il est borné. Sous-entendu, il va évoluer entre 0 et 100. Toutes ces valeurs ne peuvent être comprises que entre 0 et 100. Et il va surtout me permettre de détecter les retournements de marché, en tout cas les phases d'essoufflement du marché via deux zones de tension, la zone de surachat, je le rappelle brièvement pour faire écho à la vidéo de formation sur le RSI, zone de surachat comprise entre 70 et 100 pour une période par défaut de 14, tout à fait classique, et une zone de survente entre 0 et 30, où là par contre je vais considérer que le prix est survendu, donc je vais m'attendre normalement à ce qu'il se retourne à la hausse. Pour autant, c'est pas si simple, il va falloir cumuler la zone de survente et de surachat, donc le fait qu'on soit en surachat, qu'on soit suracheté ou survendu, avec pourquoi pas une figure chartiste, un contexte macroéconomique, des vraies raisons valables pouvant soutenir un renversement de cours. Voilà. Alors typiquement l'utilisation du RSI avec le double top et le double bottom, c'est un excellent exercice. Voilà. On va en voir un petit exemple dans quelques secondes. J'ai cumulé avec un stochastique en bas, mais ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste confirmer le tir par rapport au RSI. On a effectivement une très belle divergence pour faire écho aux vidéos de formation. On a une très belle divergence au niveau de mon RSI, c'est-à-dire que deux points hauts sont de plus en plus bas. Alors qu'en parallèle sur le graphique, eh bien j'ai des points hauts de plus en plus hauts, donc divergence, sous-entendu attention, essoufflement de la tendance en cours, essoufflement au profit d'un retournement baissier. Premier point, cumulé avec le fait que ces deux points de plus en plus hauts constituent un double top, dans le cas de ma représentation que j'ai sous les yeux, à savoir l'indice russe en H4, voilà. Et pourquoi pas en cumulant avec un indicateur technique, qui en l'occurrence est celui des bandes de Bollinger. À l'occasion du deuxième top, eh bien j'ai franchi, donc là aussi je fais un écho à la vidéo de formation sur les bandes de Bollinger, eh bien j'ai cassé la résistance dynamique, c'est-à-dire la Bollinger supérieure. Je suis revenu par la suite au sein de l'enveloppe. Donc j'ai eu tout un tas de signaux précurseurs de retournement, rupture de la moyenne mobile supérieure, donc de la Bollinger supérieure, lors d'un RSI en zone de surachat, via une divergence, via un double top. Voilà, donc là j'ai vraiment typiquement un très bel élément, un très beau signal. Alors pourquoi pas en cumulant avec le stochastique, enfin ici le stochastique ne nous dira rien de plus et en plus le stochastique va simplement confirmer l'existence même de cette divergence d'orientation baissière pour le prix.
Double bottom avec RSI cette fois-ci. Même son de cloche. Ici, je vais avoir un double bottom, c'est-à-dire deux creux, deux points bas de plus en plus bas. Dans le même temps, hop, une divergence. Alors c'est vrai que dans les deux cas, j'ai eu une divergence. On n'a pas systématiquement une divergence, mais enfin, c'est quand même généralement, enfin ça arrive assez souvent. Bon, divergence dans le cas du RSI, mais aussi juste en dessous, dans le cas des stochastiques. Double bottom, mes chandeliers ont cassé la Bollinger inférieure à l'occasion du premier bottom, non pas à l'occasion du deuxième. On est revenu au sein de l'enveloppe, on a commencé à avoir quelques signes précurseurs de retournement haussier, à savoir cette divergence d'orientation haussière, cet essoufflement au niveau de la moyenne mobile inférieure, donc de la Bollinger inférieure, l'existence même du double bottom. Qu'est-ce qui a permis à mes chandeliers de se retourner brusquement à la hausse? Là, il faudrait se remettre dans le contexte du calendrier macroéconomique. Un tel retournement a forcément été justifié par une bonne publication, en tout cas bonne aux yeux des investisseurs abattant leur volume sur l'indice russe. Voilà, typiquement, dans le contexte actuel, ça peut être une bonne nouvelle par rapport au dossier ukrainien, pourquoi pas par rapport à la levée à venir des sanctions occidentales s'abattant sur Moscou. Voilà, typiquement, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est forcément celui de la capture d'écran que l'on a sous les yeux, mais ça peut être une justification ou un bon PIB de tel trimestre russe, de bonnes ventes au détail en Russie, etc. etc. Et une inflation dans les cordes de la Banque centrale russe, voilà. Bon, donc typiquement, on a eu effectivement là aussi un très beau signal de retournement, non plus via le double top, mais cette fois-ci via le double bottom. Autre double top, là aussi, alors cette fois-ci je suis sur l'indice australien en H4, comme tout à l'heure. Je vais avoir effectivement donc ce double top, deux points hauts de plus en plus haut. Dans le même temps, hop, une sorte de divergence. Alors je dis une sorte parce qu'attention, hein, comme je rappelais dans la vidéo formation sur la divergence, idéalement il vaut mieux les avoir en zone de surachat ou de survente, en tout cas en zone de tension, parce qu'elles perdent un peu de valeur en zone neutre, parce que ça veut dire qu'on a effectivement un signal de retournement, mais on n'est pas en zone de tension. Donc là, bon, on a malgré tout un début de divergence qui est en zone de surachat. Le signal est un peu moins fiable, mais malgré tout, il existe. Bon, j'ai une divergence, cette fois-ci d'orientation baissière, suite à un double top. Je n'ai pas eu à accumuler ici avec un stochastique ou avec des bandes de Bollinger. On revient juste à l'essence même de la stratégie de base qui est présentée ici. Voilà, et effectivement, de très beau retournement baissier. Alors attention, ici, naturellement, pour les captures d'écran, je prends des exemples qui ont marché. Ce qui est très important, c'est de ne pas chercher à anticiper l'événement. C'est-à-dire qu'une fois le double top, le double bottom créé, il faut quand même attendre le signal de retournement. Il ne faut pas se baser tout de suite sur le haut du double top, déjà parce qu'on risque potentiellement d'avoir un triple top, donc d'être dans la mauvaise tendance. Mais il faut vraiment quand même attendre de casser la ligne de coup. Typiquement, la ligne de coup, le support dans le cas présent. L'on peut distinguer dans le cas du double top que l'on a sous les yeux, globalement aux alentours de 5500, hein, là où j'ai le curseur. Voilà. Donc, malgré tout, c'est une bonne stratégie de base. Elle ne sera pas toujours fiable seule. Il faut absolument mettre en perspective ce type d'éléments chartistes avec un contexte macroéconomique. C'est absolument indispensable. Voilà. Il y a une existence quand même de faux signaux, comme dans toute stratégie. Il y a une existence de risque qui de toute manière est intrinsèque au trading. Voilà, mais en tout cas, ici on a un bon postulat chartiste, une stratégie parmi tant d'autres. Celle-ci, je l'aime bien, très sincèrement, la détection de double top, double bottom, avec pourquoi pas une divergence par-dessus. Voilà. C'est tout pour cette vidéo de formation. J'espère qu'elle vous aura plu naturellement. Je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos de formation, qu'elles soient publiées ou qu'elles soient à venir, donc notamment en vous abonnant, pourquoi pas, à notre chaîne YouTube. Merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous donne naturellement rendez-vous dans nos prochaines formations. À bientôt.